Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder le théorème spectral qui est sûrement l'un de mes théorèmes préférés en mathématiques. Euh, ça va être une vidéo de mathématiques, mais il faut savoir qu'il y a une grosse application à la physique, encore une fois. Je fais pas ça pour rien, même si on pourrait faire que des mathématiques pures, hein, c'est très bien aussi, mais si on généralise symétrique à hermitien, alors qu'est-ce que c'est hermitien? Un opérateur par exemple H, une matrice, il dit hermitienne, si et seulement si elle est égale à sa transposée conjuguée. Alors si on n'a que H est hermitienne, alors il y a une deuxième version plus générale du théorème spectral qui dit qu'effectivement H est diagonalisable en base orthonormée. Les valeurs propres d'une matrice hermitienne sont réelles, on peut le démontrer, c'est assez facile. Donc ça veut dire en particulier qu'il existe une base de vecteurs propres orthonormée dans laquelle H est diagonale, et donc sur la diagonale on n'a que des valeurs propres réelles. Et ça c'est très important, notamment en mécanique quantique, où on va l'utiliser quasi que uniquement des opérateurs hermitiens, puisqu'on voudrait que les valeurs propres, autrement dit, ce qu'on va observer, c'est les valeurs propres d'un opérateur en mécanique quantique, c'est les résultats de la mesure qu'on fait sur le système, décrit par cet opérateur. Et ben, on est content qu'elles soient réelles et on est content qu'elles existent dans une base de vecteurs propres orthonormés. Et ça, c'est vraiment l'application première principale du théorème spectral en physique. Donc nous, ici, on va se restreindre au cadre de symétrique et réel. Ça rentre en fait dans le cadre de la classe préparatoire. Alors il existe une infinité en fait, je crois, de preuves à ce théorème, mais dans cette vidéo, je vais vous donner ma préférée, puisqu'elle repose sur un chapitre très redouté des préparationnaires. J'ai nommé le calcul différentiel. Donc elle fait appel à un théorème de calcul différentiel, et je crois que parmi tous les théorèmes de calcul différentiel, c'est celui, encore une fois, qui est le plus redouté par les préparationnaires. J'ai nommé le théorème d'optimisation sous contrainte. Voilà, et c'est essentiellement pour ça que je voudrais vous présenter ce théorème, pour tous les préparationnaires qui sont en train de préparer les concours. C'est souvent un théorème qu'on laisse un peu de côté parce qu'on ne comprend pas bien la philosophie de l'énoncé et ce qu'il voudrait vraiment démontrer. Et voilà, et au travers de la démonstration du théorème spectral, je vais essayer du moins de vous faire comprendre toute la philosophie sous-jacente au théorème d'optimisation sous contrainte. Et donc sans plus tarder, commençons à prouver le théorème spectral. Alors le début de la preuve est très général, en fait ça va être une preuve par récurrence. Donc on va se donner donc E un espace euclidien, notre espace de travail, et on va se donner F, donc un endomorphisme de E symétrique. Je vais noter N, la dimension de l'espace E, et on va effectuer donc une récurrence forte sur N afin de prouver que F est diagonalisable. Alors ça va suffire à démontrer le théorème spectral, puisqu'on peut montrer en fait assez facilement que les sous-espaces propres de F sont en somme directe et orthogonaux. Alors l'initialisation évidemment, pas grand chose à dire. Si n égale 1, la matrice de F c'est un scalaire, donc c'est diagonalisable automatiquement. Ce qui va être intéressant, ça va être l'hérédité. Donc on va supposer n supérieur ou égal à 2, et on suppose le résultat vrai jusqu'à n-1. C'est-à-dire que pour tout sous-espace de dimension inférieure à n, f est diagonalisable, f restreinte à sous-espace est diagonalisable. Alors supposons, provisoirement, je vais mettre entre parenthèses, provisoirement, ce qu'on va démontrer en fait par la suite, qu'il existe un sous-espace, V sous-espace de E, stable par F. C'est-à-dire que l'image de V par l'application F est encore incluse dans V. Alors d'après le cours, l'adjoint de F, donc qui est égal à F, stabilise l'orthogonale de V. Ça va assez vite à montrer. C'est un résultat de cours que j'utilise ici. Alors F étoile est égal à F, ça c'est parce que F est supposé symétrique bien sûr. C'est la définition d'un endomorphisme symétrique, c'est un endomorphisme auto-adjoint. Alors je vais rajouter une hypothèse sur V, on va supposer que c'est un sous-espace strict. Tout ça, cette partie-là, je vais le démontrer par la suite, mais je vais supposer déjà qu'on l'a, voir ce qu'on peut en dire. Donc on a que F stabilise V et F stabilise son orthogonale. Donc en particulier, F, donc je vais noter F stabilise V et V orthogonales. Donc je peux considérer les induites sur V et sur V orthogonales. Et d'après mon hypothèse de récurrence, étant donné que V est un sous-espace strict de E, il est nécessairement de dimension inférieure strictement à N. Autrement dit, F restreint à V et F restreint à V orthogonales sont diagonalisables. Et je vais noter donc B, V et BV orthogonales, deux bases orthonormées de V et V orthogonales.
Et en fait, je peux écrire V comme, je peux écrire E comme somme directe orthogonale de V et V orthogonale. Et j'ai juste à concaténer cette base-là avec cette base-là. Je les accole. Ça me donne une base B orthonormée de E dans laquelle F en fait, va être diagonale par bloc. Si j'écris la matrice de F, on va avoir ici, ça va être restreint à V. Ici, ça va être restreint à V orthogonale, diagonale par bloc. Ici, je peux diagonaliser par une hypothèse de récurrence. Ici, je peux diagonaliser. Donc, en fait, dans E, la matrice de F est diagonalisable, ce qui conclut en fait la preuve du théorème. Ce qui me reste à démontrer, c'est cette partie-là. Et c'est ici qu'on va utiliser le théorème d'optimisation sous contrainte pour nous fournir un sous-espace de E strict, stable par F. Donc là, c'est là que c'est un peu curieux justement, mais comment est-ce que le théorème d'optimisation sous contrainte va pouvoir nous permettre de construire un sous-espace stable par F strictement différent de E. Voilà, donc j'ai remis ce qu'on voudrait démontrer. Alors je vais noter S01, la sphère unité de E. Alors par définition, c'est égal à l'ensemble des vecteurs de E de norme 1. Où la norme, c'est la norme qui définit E comme un espace euclidien. Je vais noter plutôt comme ça, la norme est sous-entendue. Je rappelle que la sphère unité est compacte, puisqu'elle est donc trivialement fermée et bornée en dimension finie. Et je vais définir l'application suivante, donc qui va de E dans R, qui à tout x associe la norme au carré moins 1. Qu'est-ce qu'on remarque alors? On a que la sphère unité, c'est une ligne de niveau donc 0, de l'application n. Pour le voir un peu, on peut regarder, imaginons que E soit de dimension 2, pour que je puisse dessiner. Donc là, on va voir par exemple x, y, et là, ça va être l'image de xy par n. Et mettons que n, ça soit une surface, je sais pas, comme ça, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça. Alors, qu'est-ce que ça va être? S, ça va être tous les points de la surface au niveau 0, c'est-à-dire l'intersection de la surface représentative de n avec le plan OXY. Donc, ils vont être tous ici, derrière, voilà, comme ça. Ça, c'est la sphère 0,1. Elle apparaît donc comme une ligne de niveau de cette fonction-là. Alors maintenant, je vais introduire une nouvelle application, G, qui va de E dans R, qui à x associe le produit scalaire de x avec f de x. Alors comme f est linéaire, cette application est bilinéaire, puisque le produit scalaire est linéaire évidemment, en dimension finie, donc continue. Donc là on a deux applications, n, g ici. On va pouvoir déjà commencer par calculer leur différentiel en un point donné. Donc on va regarder la différentielle de n en x, en h, ça va être donc égal, si j'écris que n de x, c'est le produit scalaire de x avec x moins 1, je vais plutôt écrire le produit scalaire comme ça. Ça va être égal à 2 fois le produit scalaire de x et h, puisque je suis en train de différencier une application bilinéaire ici. Et de même, je vais pouvoir calculer la différentielle de g en un point x, évaluée en h. Et on va avoir donc x f de h plus h f de x. Or, f est symétrique, donc elle est égale à son adjoint. Donc je vais pouvoir ici écrire f de x h plus f de x h par symétrie du produit scalaire. Donc on a 2 fois f de x scalaire h. Donc voilà la différentielle de nos deux applications en un point quelconque, évaluée en h. Et on va observer quelque chose. En fait, remarquons que G est continu. Donc en particulier, G restreint à la sphère 0,1, puisque c'est un compact. D'après le théorème des bornes d'atteinte, on a une application continue sur un compact. Elle admet un maximum en x0 appartient à E. Ça, c'est d'après le théorème des bornes d'atteinte. Je note TBA. X0 appartient non pas à E, mais à la sphère. Parce que je regarde, je suis en train de maximiser cette application sur la sphère. Et puisque x0 appartient à la sphère en particulier, x0 est non nul, puisqu'il est de norme 1. Donc là, j'ai un maximum en x0 non nul de cette application-là. Et puisque x0 est non nul
et que la différentielle de n a cette expression, je peux en particulier dire que la différentielle en x0 de n n'est pas l'application nulle, puisque x0 est non nul. Et si on prend un peu de recul, en fait, on a toutes les hypothèses nécessaires au théorème d'optimisation sous contrainte, et je vais les rappeler juste à gauche pour qu'on soit vraiment bien au clair. Je vais faire un petit dessin aussi pour expliquer la philosophie du théorème. Donc on va noter sigma, que je définis comme la sphère 0,1, une ligne de niveau 0 de n. J'ai G restreint à sigma qui admet un maximum en x0 appartient à sigma, donc x0 non nul. Et j'ai que la différentielle de n en x0 est non nulle. Ça, c'est les trois hypothèses nécessaires au théorème d'optimisation sous contrainte. Alors, d'après ce théorème, la différentielle de g en x0 est collinéaire, donc par un scalaire lambda, à la différentielle de n en x0. Alors, avant de continuer la preuve, essayons de bien comprendre ce que signifie cette implication. Pourquoi, étant donné ces trois hypothèses, est-ce que la différentielle de g en x0 et la différentielle de n en x0 sont nécessairement collinéaires? Et en fait, pour comprendre ça, on va parler en termes de gradient. Ça équivaut à dire, puisque je parle dans un espace euclidien, que le gradient de g en x0 est collinéaire au gradient de n en x0. Pourquoi est-ce qu'on a ça? Alors, on va faire un petit dessin qui va en fait tout expliquer. Prenons sigma, donc une ligne de niveau de n. Ça, c'est une ligne de niveau de l'application n. Et on sait très bien que le gradient de n est orthogonal aux lignes de niveau. Donc, en particulier, il va être dans ce sens-là. Orienté vers les valeurs croissantes, vers les valeurs plus grandes de la fonction n. Et ici, partout, là, je suis orthogonal. Ça, c'est le gradient de n. Ok, super. Alors maintenant, quelque part sur cette ligne de niveau, j'ai quelque part x0. Par exemple, ici, x0. x0, en ce point, g est maximal. Alors pourquoi, nécessairement, est-ce que on doit avoir que le gradient de g et le gradient de n soient collinaires? Imaginons un instant que, par l'absurde, le gradient de g n'est pas collinaire. Imaginons par exemple qu'il est comme ça, gradient de g. Le fait que le gradient de g soit dans ce sens-là, on sait donc qu'il est orthogonal aux lignes de niveau et orienté vers les valeurs croissantes de la fonction g. Donc ici, j'ai une ligne de niveau, et là, dans cette zone ici, là j'ai des valeurs plus grandes que x0. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que localement ici, si je zoome sur un voisinage aussi petit soit-il que de x0, x0 ne peut jamais être un maximum puisque je pourrais toujours trouver un point infiniment proche de x0 qui est supérieur à x0 dès lors que le gradient de g n'est pas collinéaire au gradient de n. Donc voilà, j'ai supposé par l'absurde que le gradient de g et le gradient de n n'étaient pas collinaires en x0 et j'ai démontré qu'il existait un point infiniment proche de x0 tel que ce point-là était supérieur strictement à x0, ce qui contredit le fait que x0 est un maximum local de la fonction g. Donc nécessairement, étant donné ces trois hypothèses, les différentiels sont collinaires. Voilà, j'espère que ce dessin vous éclaire du mieux possible. Moi, c'est vraiment le dessin que mon prof de prépa m'avait fait, qui m'avait fait comprendre ce théorème. Donc maintenant qu'on a ça, en fait, on va pouvoir conclure assez rapidement la preuve du théorème. Donc on a trouvé un scalaire lambda, donc réel, tel que les différentiels en x0 étaient collinaires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en particulier, pour tout h, si maintenant je reprends l'expression de mes différentiels, j'ai que 2 fois produit scalaire de f en x0 scalaire h est égal à 2 fois lambda, produit scalaire de x0 avec h. Autrement dit, f de x0 moins lambda x0 scalaire h est égal à 0. Ceci pour tout h, donc ça veut dire que cette quantité-là est égale à 0. Autrement dit, f de x0 est égal à lambda x0, où x0 est non nul puisqu'il appartient à la sphère. On a trouvé un vecteur propre de la fonction f, et il reste bien sûr à poser v, c'est égal à le sous-espace propre associé à la valeur lambda de la fonction f. Autrement dit, vect de x0. Ça me fournit un sous-espace v stable par la fonction f, et en fait ça conclut la preuve qu'on voulait. Maintenant il suffisait de reprendre la discussion qu'on avait faite tout à l'heure
et on a démontré le théorème spectral. Voilà, donc j'espère que cette démonstration vous a plu. Moi, je pense que c'est ma préférée puisqu'elle mêle plein d'outils qu'on a vus en classe préparatoire et elle nous fait vraiment comprendre le théorème d'optimisation sous contrainte via une application plutôt jolie qui n'est autre que le théorème spectral. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir.